Donc nous allons recommencer la session de travail pour ne pas prendre trop de retard et pouvoir discuter. Et j'accueille comme première intervenante Catherine Denis, qui est professeure à l'Université de Lille et dont les travaux m'intéressent au premier chef, parce que Catherine a beaucoup travaillé sur les questions de police. Police et gestion justement policière de la ville au XVIIIe siècle, et sont des questions aussi qui engagent justement à parler justement de cette diversité d'acteurs, de ces liaisons qu'il peut y avoir entre sphère civile, sphère militaire, entre intérieur, extérieur de la ville, remparts. Donc c'est un sujet qui est vraiment aussi au cœur de ces processus de transformation des villes et combien comment ils ont été gérés et tracés. Et aujourd'hui, Catherine présentera le projet de grand agrandissement de Lille en 1856 à l'aune des sources également, de corpus de sources encore très peu connus. C'est à toi. Merci beaucoup Isabelle. Je remercie beaucoup Isabelle pour cette invitation qui m'a obligée à sortir un peu de ma zone de confort, je dois dire, qui est à la fois le XVIIIe siècle, où sur le plan de l'urbanisme à Lille, il se passe quand même vraiment pas grand-chose, et à mettre un pied dans le XIXe siècle, et puis aussi à regarder un petit peu la ville en tant qu'objet digne d'intérêt, et non plus comme je le fais d'habitude dans la police, dans l'histoire de la police, comme simplement cadre dans lequel s'organisent les formes d'ordre et de désordre de la ville. Donc pour moi, c'est une double avancée. Ça explique aussi, je m'en excuse à l'avance, que je vais peut-être dire des banalités qui seront donc des choses totalement évidentes pour vous et qui pour moi sont d'une acquisition plus récente. Alors, évidemment, comme vient de le rappeler Émilie, Lille est une ville de guerre, pratiquement depuis sa naissance. Et donc c'est une ville où la relation entre l'autorité militaire et l'autorité civile est continuelle. Et j'en avais parlé pour la police, la relation militaire-civile se passe plutôt bien au XVIIIe siècle. Et ce qui m'a beaucoup frappé en commençant à travailler sur l'agrandissement de Lille au XIXe siècle, c'est au contraire, on a dans tout ce qu'on peut lire, le constat vraiment d'une mésentente, d'un désaccord très fort entre la ville et l'autorité militaire. Donc ça m'a pas mal questionné. Alors je vais donc présenter un peu cet agrandissement je pense que ça peut être intéressant justement donc on parlait de faire des typologies, les villes de guerre qui restent des villes de guerre. Là, c'est pas comme à Toulouse, c'est une ville. L'île reste dans ses murs jusqu'en 1920. Elle n'est pas démilitarisée. Donc, elle a toutes les servitudes militaires jusqu'aux années 1920. Et donc, ça permet. Je pense que là, il y a une typologie intéressante. C'est une ville qui a essayé de se transformer, qui a subi qui a à la fois subi et été volontaire pour toutes les grandes transformations liées, comme on disait tout à l'heure, à la grande transformation économique et sociale du 19e, mais qui a dû le faire toujours avec cette constante d'être une ville de guerre. Donc voilà un petit peu comment j'ai essayé d'entrer dans ce sujet. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est simplement un rapide état de l'art et quelques pistes de recherche. Je ne prétends pas du tout être entrée vraiment dans l'étude. Je dois vous dire aussi que je n'ai pas trop le temps quand même, ayant pas mal de projets en cours. C'est passionnant, mais bon voilà, on n'a qu'une vie. Donc l'état de l'art, il est relativement rapide à faire. Alors je m'excuse là aussi parce que je ne connais pas forcément toutes les grandes études sur les transformations urbaines en France au XIXe siècle. Et j'imagine que dans ces grandes études, il y a des pages sur l'agrandissement de Lille.
je me suis intéressée à la bibliographie vraiment qui parle de Lille exclusivement. Et alors là, à ma grande surprise, parce que quand même cet agrandissement, vous allez le voir, c'est un événement majeur pour la ville. C'est vraiment une transformation massive de la ville. Finalement, il n'y a pas grand-chose. Les études, les synthèses sur l'histoire de Lille du Moyen-Âge à nos jours ne consacrent qu'une page, 2 pages maximum à l'agrandissement. Répètent évidemment toutes les unes et les autres exactement la même chose. Alors, il n'y a pas d'études vraiment sur l'agrandissement lui-même. Il y a un vieux mémoire de maîtrise de l'Université de Lille de 1989, mais qui a été dirigé par un politiste qui donc évoque les problèmes de relations ville-armée, puis surtout en fait qui s'intéresse à la composition sociale des dirigeants de la ville et pourquoi ils ont orienté l'agrandissement dans une certaine direction. Et puis, il y a eu une exposition en 1974-75 aux Archives du Nord, aux Archives départementales, donc où ils ont exposé toute une série de plans et de documents intéressants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de catalogue de cette exposition. Il y a juste une espèce de petite brochure dactylographiée dans laquelle il n'y a même pas une image. Et il y avait la liste des œuvres non plus. Mais bon, la liste n'apporte pas beaucoup plus par rapport à ce qu'une rapide recherche dans les fonds locaux apporterait. Et alors, j'ai découvert tout à fait récemment, parce qu'en fait, le travail n'est pas déposé dans les bibliothèques lilloises. C'est bêtement en allant sur Google Book que j'ai trouvé. Donc ça, c'est un étudiant de Sciences Po Lille qui a publié donc en 2012, ce qui doit être son mémoire de master. Il y a 80 pages. C'est nettement mieux au niveau des reproductions que tout ce que j'ai pu voir ailleurs, parce qu'il a travaillé sur les plans, il a refait des documents, donc au niveau de la cartographie, c'est vraiment intéressant. Sur le fond, ça n'apporte pas énormément par rapport à ce que dit, c'est un peu plus précis sur certains points, mais dans l'ensemble, on reste quand même toujours sur un peu le même récit. Donc au final, il n'y a pas grand-chose sur l'agrandissement lui-même. Alors ça permet bien sûr d'avoir quand même les grandes étapes de l'histoire de l'agrandissement. Le point de départ, c'est que la ville, alors voilà, voilà la carte qui vous montre la ville et la situation avant l'agrandissement. Donc la ville, ça c'est la ville de Lille avant l'agrandissement, et bien sûr on voit bien la ceinture de fortification et la zone de servitude militaire non edificandi, que connaît bien Émilie, la citadelle, voilà. Donc c'est la ville telle qu'elle est depuis la fin du XVIIe siècle. Elle n'a pas beaucoup bougé et la population est arrivée à 70 000, un petit peu plus, 70 000 habitants au début. C'est beaucoup pour une petite ville, d'autant plus que c'est une ville, à la différence de Strasbourg, où les maisons sont à 1 étage maximum. D'où le tableau classique de Lille au début du XIXe siècle, ville surpeuplée avec des gens qui habitent les greniers, les caves, Victor Hugo qui vient dire, voilà, les pauvres Lillois qui sont tout blancs parce qu'ils vivent dans des caves. Donc une surpopulation, une misère aussi assez épouvantable, puisque c'est une ville qui a toujours été une ville d'abord d'industrie textile, et donc une population ouvrière principalement. Donc une ville très 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 entassée, avec notamment ce qu'on appelle les cours, c'est-à-dire en fait des arrières de maisons qui sont colonisées par des bâtiments et des familles qui s'entassent là-dedans, sans air, sans eau, sans commodité. Donc une situation assez lamentable. Ça n'empêche pas la ville de s'industrialiser, mais du coup, forcément, les industries ont tendance à aller se mettre à côté. Et donc là, on voit ici, avant l'agrandissement,
la croissance des communes suburbaines. Alors ça concerne surtout ici la commune de Oisem, donc qui a un faubourg qui rejoint, voilà, qui est vraiment à la limite de la, voyons, qui construisent vraiment à la limite de la zone d'interdiction. Ici, le faubourg de là-bas, qui est vraiment en train de devenir une extension de la ville, avec toute une série de grandes usines textiles qui s'installent à ce moment-là. Oisem donc est devenu une ville. C'était un village, c'est devenu une ville. Ils sont à presque 13 000 habitants en 1850, avec une croissance énorme. On passe de 2 000 à 13 000 habitants en un demi-siècle, avec une forte immigration belge flamande. Et ça devient une ville au sens où on a les attributs classiques d'une ville, et l'aménagement, l'éclairage urbain, tout ça. La situation donc est particulièrement tendue avec Oisem. Elle l'est un peu moins pour Ekerm, qui est ici et qui se prolonge ici. Ici, c'est la zone d'inondation de la protectrice de la citadelle. Ekerm est en grande partie sur cette zone-là, avec surtout des blanchisseurs, des gens qui utilisent cette zone-là. Bon, Ekerm reste assez rural, ça reste quand même encore un village. Oisem est devenu une ville. Et puis vous avez Moulins-Lille ici, qui à l'origine est un faubourg de Lille et qui devient une commune, Moulins-Lille, avec là aussi une industrialisation extrêmement rapide. Donc ce qui est en train de se passer au milieu du 19e siècle, c'est que la ville de Lille étouffe littéralement dans ses remparts, que sa population stagne, qu'elle est dans un état de manque d'équipement, de manque d'hygiène, tout ça épouvantable, et qu'aux portes de la zone fortifiée, eh bien, une autre ville est en train de naître. Et donc il y a une vraie concurrence en fait qui est en train de se produire. Alors, concurrence qui est accrue aussi par le fait qu'on ne voit pas ici, mais ici un peu plus au nord, vous avez Roubaix et Tourcoing, qui sont aussi en train de devenir de véritables villes, qui sont des villes champignons. Et donc tout ça est en train de remettre en cause la primauté de l'île sur son environnement. Un autre plan. Alors ce plan-là est moins bon que le précédent, mais en même temps je trouve qu'il rend mieux compte de l'urbanisation dévorante de Oisem. Donc ici, voilà, vous voyez que c'est moins dense que dans l'île, mais c'est quand même en train de se transformer en ville. Donc ici c'est Oisem, ici Moulins-Lille, et là c'est Fives. On voit aussi sur ce plan l'arrivée du train qui, ici, il n'y a pas vraiment de gare. C'est-à-dire que l'autorité militaire a juste permis le percement d'un tunnel et un débarcadère. Il n'y a pas réellement de gare. Donc voilà la situation au milieu du XVIIIe siècle. Voilà. Donc ça, c'est les étapes le début de l'histoire. On trouve la même chose partout. Les ouvrages ensuite qui parlent de l'agrandissement évoquent très vite les péripéties de la décision, les différents plans, et puis tout de suite passent à la description de la transformation de la ville juste après l'agrandissement entre 1860 et 1900. C'est-à-dire que la plupart des études font pas la différence entre le moment de l'agrandissement proprement dit et tout ce qui est la conséquence de l'agrandissement, c'est-à-dire la création en fait d'une ville complètement nouvelle avec de nouveaux quartiers, de nouveaux axes, etc. Donc on n'a pas une attention particulière portée à l'agrandissement lui-même, et notamment sur la question de la manière dont la partie agrandie est cousue d'une certaine façon à l'ancienne partie. Bon, on vous dit, voilà, sur les anciennes fortifications, on met un boulevard, mais c'est tout. Et on ne dit rien non plus du lotissement des zones sur lesquelles il n'y avait rien, dans les communes périphériques qui sont donc englobées. Sinon, les problèmes liés aux portes.
Alors, tous ces ouvrages, et ce qui est normal, hein, ils sont dans une approche essentiellement des phénomènes sociaux, privilégient donc une approche sociale, en gros, les méchants bourgeois qui ont laissé la ville dans la misère, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, ou une approche purement architecturale en montrant le contraste entre les nouveaux quartiers dans un style haussmannien et les anciens quartiers qui sont restés pratiquement médiévaux. Donc on n'a pas vraiment une approche urbanistique vraiment pensée sur tout ça. Alors, troisième observation, dans tous ces récits de l'agrandissement et de la nouvelle ville, l'armée a toujours le mauvais rôle. Dès le départ, tous les problèmes de la ville viennent de l'armée. C'est à cause des fortifications que l'île étouffe dans un espace insuffisant, qu'elle a une surpopulation, qu'elle n'a pas d'espace vert. C'est aussi à cause des fortifications que les communes suburbaines ne peuvent pas se développer comme elles en ont besoin, à cause des zones de servitude militaire. J'ai lu 4 fois hein, dans différentes histoires la même histoire, alors qu'on considère comme le début de la démarche d'agrandissement. Voilà, si je reviens, voilà. C'est l'histoire de la nouvelle église de Oisem. Donc, Oisem est ici, elle a son centre-ville ici, avec une église qui est là depuis longtemps, mais il y a le faubourg ici qui s'est développé. Et donc, les habitants réclament des équipements urbains, et donc on leur construit une nouvelle église. Cette église est vraiment à la limite de la zone de servitude. Elle est construite, et lorsque le directeur des fortifications passe inspecter les travaux, il ordonne la destruction des 4 marches qui sont à l'entrée de l'église, en disant qu'elles sont sur la zone de servitude militaire. Donc l'exemple est toujours repris pour montrer à quel point les militaires étaient étroits d'esprit, bien sûr. Et donc le maire de Oisem, qui s'appelle Mourmand, furieux, s'en va pétitionner au ministère de la Guerre pour demander la fin des servitudes militaires sur le terrain. Et là, on lui répond que c'est pas demain la veille. Hein. Donc... déjà, l'armée voilà, est un partenaire impossible. Ensuite, on dit aussi que l'armée est... C'est à cause de l'armée que le conseil municipal lillois a été obligé de choisir un plan d'agrandissement qui va se révéler extrêmement coûteux, extrêmement complexe à mettre en place. Alors, voilà ce qui se passe. Le premier plan, le plan que la ville aurait voulu, le plan que le conseil municipal aurait voulu, donc par 2 architectes civils, Faucheur et Dué. Alors évidemment, c'est pas orienté, hein, parce que la citadelle est au nord. Vous voyez, consistait simplement, ça c'est la ville ancienne, avec la citadelle, consistait en gros à simplement élargir l'enveloppe de la ville, sans changer l'orientation, et le centre de la ville restait donc comme ça au centre. Et évidemment, ça supprimait, cet agrandissement se faisait pour l'essentiel sur la zone de fortification et sur la zone de servitude militaire. Donc, en plus, ça avait l'avantage évidemment qu'il n'y avait pas besoin d'acheter des terrains dont la ville était déjà propriétaire. Donc ça, c'est le plan que les édiles lillois auraient préféré. Évidemment, quand ils ont montré ça à l'autorité militaire, on leur a dit pas question. Alors, les Lillois proposaient, pour que la ville reste une place forte, de construire à l'extérieur de la ville, donc au nord de la ville, sur la commune de Lambersart, une nouvelle place forte, et donc faire une nouvelle ville fortifiée en dehors de la ville, hein, donc qui est évidemment un petit peu irréaliste. Voilà. Donc ce plan-là n'a pas pu être mis en place. Hein. On a la fameuse réponse du maréchal Vaillant, ministre de la Guerre, au préfet du Nord du 13 juillet 1857. « Je déclare d'abord nettement que jamais le gouvernement de l'empereur ne consentira au démantèlement de la place de l'île. » Voilà. Donc c'est à cause de l'armée que la ville est obligée de choisir un autre plan d'agrandissement qui est... voilà, hop. Voilà. Qui est ce plan-là,
Donc vous voyez, c'est un plan beaucoup plus important. Donc la vieille ville reste dans un coin et la ville se développe au sud en englobant les trois communes, Oisem, Équermes et Moulins. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même. Ce qu'on a beaucoup reproché à ce plan, c'est le décentrement de la ville de Lille, parce que le cœur battant de la ville, c'est la Grande Place qui est ici. Et évidemment, la Grande Place maintenant est complètement décentrée par rapport au centre de la ville. Donc à peu de choses près, il y a eu des petites transformations, mais à peu de choses près, c'est ce plan-là qui a été réalisé pour l'agrandissement. Alors c'est celui qui est adopté donc par le conseil municipal en février 58, accepté l'empereur par décret le 2 juillet et le 13 octobre 1858. La ville absorbe donc les 3 communes suburbaines. C'est un énorme agrandissement. La ville passe de 411 à plus de 2000 hectares et rien que pour la surface urbaine aménageable de 200 à 700 hectares. Alors du coup, les fortifications qui sont au sud ici, dans la zone à la limite sud de la ville, toutes ces fortifications doivent être détruites et elles sont remplacées par une nouvelle enceinte, donc qui est construite par l'armée, beaucoup plus grande, ici dans toute la partie qui correspond à la zone de l'agrandissement. On garde évidemment les fortifications du nord, mais toute la zone sud avec la série des portes que les Lillois connaissent bien parce que ces portes n'existent plus, mais c'est toujours le nom des stations de métro. Alors, donc l'armée a empêché la ville de s'agrandir, elle a obligé à choisir un plan extrêmement coûteux et compliqué. Ensuite, dans les récits, l'armée continue aussi d'avoir un mauvais rôle parce qu'elle traîne à libérer les terrains des anciennes fortifications, donc la partie centrale ici. L'armée met très longtemps à remettre ces terrains à l'autorité municipale, ce qui fait que la ville perd beaucoup d'argent parce qu'elle est obligée en fait d'avancer déjà dans ses constructions sans avoir cet argent. Et aussi parce que donc la nouvelle zone de fortification, la nouvelle ceinture de fortification est construite sans concertation avec la ville, notamment l'emplacement des portes ne coïncide pas avec les grands axes dessinés par les architectes de la ville, donc il a fallu rechanger les portes de place après. Il y a aussi des bagarres autour de l'emplacement des octrois. Enfin bon, tout ça, on a vraiment un récit qui montre. Il y a aussi le refus de la ville d'englober toute cette partie-là du lit de la Deule dans la ville, ce qui aurait permis à la ville d'avoir un passage de la rivière dans ses murs. Aujourd'hui, ce qui est très frappant quand on est lillois, c'est que c'est une ville qui est au bord d'une rivière, mais c'est comme si elle n'avait pas de rivière. C'est tout à fait dommage. Voilà, donc on a un récit de l'armée qui a tous les défauts. Et donc elle serait responsable indirectement de ce qu'on appelle l'échec de l'agrandissement, c'est-à-dire le fait que l'agrandissement a coûté tellement cher à la ville qu'elle a dû s'endetter très lourdement et qu'elle a payé cet agrandissement sur l'augmentation des octrois. Dans une ville qui était déjà misérable, ça a aggravé évidemment encore la misère des populations. Je suis observée, c'est juste pour râler un coup, c'est la seule ville qui s'est agrandie sans aucune subvention de l'État. Il y a des continuités comme ça parfois qui sont inquiétantes. Alors, cette présentation est quand même assez unilatérale. Moi, elle m'a surprise, comme je vous disais, venant d'un XVIIIe siècle où les relations étaient plutôt bonnes entre la ville et l'état-major. J'ai un peu du mal à voir que ça soit passé comme ça. Je pense aussi que, je passe un petit peu plus vite, que ces études ne vont pas forcément assez loin sur un certain nombre de points, notamment sur les différents plans d'agrandissement qui n'ont pas été étudiés en tant que tels. Toutes les études dont je vous ai parlé sont quand même pour l'essentiel des études qui vont assez vite sur les questions d'urbanisme, de fonctionnement de la ville. On est plus dans une étude politique et sociale des conséquences de l'agrandissement.
Et donc, je pense qu'il pourrait être intéressant de reprendre ces plans d'une manière un peu plus précise. L'armée présentait aussi comme un interlocuteur unique, immobile, sans qu'il y ait de renvoi. On est comme à une époque où on se pose beaucoup de questions sur la fortification, sur l'utilité de la fortification. Certains ingénieurs disent que, certains militaires disent que ça ne sert plus à grand-chose dans une guerre de mouvement, qu'il faudrait organiser la fortification autrement. Donc on a des points de vue différents. Et là, on nous présente toujours l'armée comme n'ayant qu'une seule vision des choses. Alors, il y a notamment, à la fin du... Voilà, montrer ça, il y a 2 plans qui datent d'avant l'agrandissement de l'île. Ah. Oui. Ça, j'y reviendrai après éventuellement. Excusez-moi, je suis un peu en désordre. Il y a 2 plans qui ont été... alors, on ne voit pas très bien, ça c'est sur le document... c'est une petite brochure publiée qui est à la bibliothèque municipale. Donc, il y a eu un plan de 1834, donc par un ingénieur militaire qui propose un agrandissement... Alors, beaucoup plus limité, 70 hectares, et qui, en fait, se trouve donc au nord-ouest de la citadelle et qui permettait d'englober, justement, de résoudre ce problème de la Deûle et d'agrandir toute une partie de l'île sans modifier trop, vous voyez là, l'ancienne zone de fortification et la nouvelle, sans modifier énormément la structure urbaine, l'allure urbaine générale. Donc ce projet est un projet militaire. Même chose, on retrouve le même projet un petit peu aménagé en 1839, proposé par un civil, mais qui dit que c'est le résultat de conversations qu'il a eues avec un ingénieur militaire et qui propose à peu près la même chose. Vous voyez, un agrandissement vers le nord-ouest de la ville sur une zone qui n'était pas très peuplée et qui aurait été une espèce de, d'aménagement probablement évidemment beaucoup moins coûteux et moins compliqué à mettre en place par rapport à... Ça aurait été simplement le développement d'un nouveau quartier. Donc les militaires, vous voyez, ont proposé des choses qui ne sont pas forcément donc c'est pas forcément le côté bloqué, refusant absolument de faire quoi que ce soit. La plupart des études aussi qui donc racontent le récit de l'agrandissement de l'île s'appuient sur des sources qui sont des sources principalement émanant disons de l'opinion publique civile lilloise, des journaux, des mémoires de particuliers, ou bien les sources du conseil municipal et du coup et les correspondances préfectorales. Du coup, en fait, on a rarement dans ce récit ce qu'en disent eux-mêmes les militaires. Et vous avez pourtant à Lille les archives de la direction du génie, la série 66J aux archives départementales. Et ça fait frappant que dans la plupart de ces études, ces archives sont à peine mentionnées. Donc je pense que là, il y a peut-être quand même une piste de choses à regarder, sans compter les archives du génie à Paris, où là, il y a peut-être aussi des choses qui n'ont pas été vues. Donc tout ça m'amène à proposer quelques pistes de recherche. D'abord, donc, étudier les sources militaires, ça paraît un peu évident, mais ça n'a pas été fait, en recherchant pas seulement les oppositions, mais aussi les cas de collaboration. On sait par exemple que dans la commission pour... une fois que l'agrandissement est décidé, il y a une commission pour on appelle ça l'alignement, donc en fait la création des nouvelles rues, de toute l'organisation du nouveau quartier. Et dans cette commission pour l'alignement, il y a 2 militaires, il y a le directeur des fortifications et un ingénieur-chef. Donc voilà, ces gens-là ont travaillé avec les civils, on ne peut pas dire que ça a été complètement séparé. On a aussi l'impression qu'une fois l'agrandissement décidé, l'armée ne s'occupe plus du tout
de ce qui se passe à l'intérieur de la ville, alors qu'en réalité, c'est un souci parce que la ville, en fait, profite aussi de l'agrandissement pour proposer des extensions de casernes, un nouveau siège pour le commandement militaire, etc. Donc je pense que là, il y a vraiment des choses qui manquent aujourd'hui. Une autre piste, c'est donc d'inventorier plus précisément les plans d'agrandissement qui n'ont pas été réalisés et de regarder plus précisément justement les alternatives, les choses qui auraient pu être possibles et qui ne l'ont pas été. On n'a rien non plus, ça me frappe beaucoup dans tous les ouvrages, sur la nouvelle enceinte. La nouvelle enceinte qui est créée par l'agrandissement, elle a forcément été réfléchie par les militaires, et on n'a pas d'éléments, on a très peu d'éléments sur cette nouvelle enceinte. Tout ce qu'on sait, c'est que en 1870, elle n'est pas finie, enfin, elle n'est pas considérée comme suffisante au moment de la guerre. Et puis, une chose, alors là, c'est plutôt l'historienne de l'Ancien Régime qui parle, je pense qu'il pourrait être vraiment intéressant de comparer l'inspiration, pas la réalité, mais l'inspiration des différents agrandissements de l'île. Parce que, voilà, là vous avez un petit dessin qui rappelle les différents agrandissements. Donc depuis le Moyen-Âge, il y a un agrandissement qui a été important, c'est celui qui est lié à la conquête de la ville par Louis XIV, c'est le numéro 6 ici, avec la création donc de la citadelle à l'extérieur et la création de tout un nouveau quartier en lien avec la citadelle. Donc ça, c'est l'agrandissement de 1670 qui, lui, pour le coup, a été bien étudié, notamment par les historiens de l'armée, parce qu'ils se sont vraiment intéressés à la dimension urbanistique du travail des ingénieurs. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe, et ce que ne disent pas les auteurs sur le 19e, c'est que le plan que voulaient qu'auraient préféré les édiles lillois, c'est-à-dire s'agrandir simplement en gonflant la ville et puis en allant mettre une place fortifiée au nord, c'est finalement ce qui a été fait en 1670. C'est-à-dire que 1670, on n'a pas touché à l'enveloppe de la ville, on a simplement créé à côté de la ville la citadelle et un nouveau quartier, puis après on a englobé tout dans des nouveaux remparts. Je pense que c'est vraiment... Peut-être que les Lillois avaient encore un petit peu cette idée-là, qui suppose évidemment un rapport à l'armée très différent. Hein, là, on a une armée qui a tout fait Louis XIV a tout fait pour que la ville ne souffre pas de l'implantation militaire. Et bon, voilà. Donc, pourrait être intéressant aussi de regarder comment les choses se sont passées en comparant d'une manière à une autre. Et puis bien sûr, voilà, tout ce travail à faire plus précisément sur la nouvelle enceinte, sur les archives militaires. Alors juste pour terminer, voilà ce qui a été fait. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de l'agrandissement, donc si vous avez la ville ancienne, la citadelle, et toute la zone agrandie a été percée donc avec des grands axes. Ici, c'est toute la zone entre les deux boulevards ici, toute la zone de fortification qui a été lotie, et c'est là que vous avez désormais la préfecture, le palais des Beaux-Arts, les facultés, les facultés ont été mises ailleurs, mais à ce moment-là. Et donc là, c'est vraiment devenu le grand axe haussmannien de l'île, en rupture totale. Hein. Et là aussi, ce serait vraiment intéressant d'aller regarder sur les coutures, hein, comment ça a été cousu au vieux tissu urbain. Oui. Et même chose ici, comment ce nouveau tissu urbain a été cousu avec l'ancien tissu des communes suburbaines. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Catherine. Moi j'aurais quelques remarques à faire et questions aussi, mais peut-être d'abord voir si dans la salle il y a des réactions. Par exemple Isabelle Warmos.
Ben voilà. Les archives de Vincennes, et ce serait effectivement bien de croiser. On avait vu aussi les archives municipales en partie, mais c'est vrai qu'à Vincennes, ce qui est indiqué, c'est cet agrandissement, c'est ce qui est indiqué dans les mémoires militaires, c'est pour répondre à la demande des Lillois, et si on crée une si vaste enceinte urbaine dans cette zone-là, c'est aussi pour protéger les industries par une enceinte urbaine. Donc en fait, de la part des militaires, c'est pour répondre aux demandes de la ville et que pour satisfaire tout le monde, on crée cette enceinte urbaine à cet endroit-là pour protéger toutes ces industries que tu décrivais. Donc c'est vrai qu'on voit. Ouais, et ça, tu vois, ça n'apparaît pas du tout dans les histoires de Lille. Hein. C'est vraiment, c'est très intéressant. Et donc c'est une enceinte bastonnée, mais en même temps, vu la période, c'est vrai que d'un point de vue militaire, il y a des changements qui s'opèrent, donc on crée quand même cette vaste enceinte bastonnée, mais en même temps, le pouvoir militaire fléchit un petit peu, puisque autour de la citadelle vont être créés au moment de l'agrandissement et juste après les premiers grands parcs urbains, où on maintient la mainmise de la place forte et de la citadelle, mais on commence à lâcher un petit peu et à voir les aménagements de jardins. Tout à fait, oui. À cet endroit-là. Donc c'est vrai que le lien, la culture, je te disais, entre la vie ancienne et nouvelle mériterait d'être beaucoup plus travaillée. Et c'est vrai qu'il y a eu un aller-retour entre les militaires et les civils. Tu veux répondre, Catherine? Non. Non, alors moi, la question que je me posais, c'est que Lille a quand même un statut extrêmement particulier de ville conquise, mais de ville à laquelle on fait très très attention. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que cette mémoire, parce qu'on le sent très bien dans l'agrandissement de 1670, la manière dont, malgré tout, les susceptibilité essaient d'être gommées, enfin minimisées, les problèmes aussi. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut prendre en considération justement ce statut très particulier de Lille qui en fait un cas saillant au XVIIe siècle plus au XIXe, ou alors est-ce que finalement cette sorte de je sais pas comment on pourrait appeler ça, de négociation très souple et très douce pendant 2 siècles est conservée ou absolument pas, plus du tout? En tout cas, en l'état actuel de la bibliographie existante, on a tendance à dire non. Mais en même temps, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le XVIIIe siècle, on disait aussi que l'armée, c'était que des méchants, qu'ils empêchaient tout le monde de vivre en ville. Et en fait, non. On s'aperçoit qu'en réalité, il y a effectivement une négociation et qu'elle est assez souple et qu'ils sont tout à fait capables. Et ce que vient de dire Isabelle, je pense, est frappant. En réalité, l'armée est tout à fait capable de prendre en compte les besoins des Lillois. Maintenant, puis bon, après, c'est vrai qu'il y a à l'époque, il y a le problème que ça doit rester une ville de guerre, puisque c'est la première ville la frontière est à 15 km, hein, donc c'est la première ville qu'on rencontre. Et puis aussi parce que c'est quand même une ville un peu explosif socialement. Alors c'est d'ailleurs aussi une des explications pour laquelle la ville n'aurait pas reçu subside du gouvernement, parce que c'est une ville très à gauche, et plutôt opposée à l'empereur. Oui, puis ça rend finalement l'exigence de comparaison assez difficile aussi, parce que c'est un cas totalement unique. Dans les villes françaises du royaume. C'est-à-dire que... Alors j'ai vu pas mal d'allusions à Toulon, aussi ville fortifiée qui est agrandie à la même époque. Donc peut-être il y aurait des choses à voir. Alors c'est ville de... Normalement, on veut fortifier juste la Bastille du point de vue des militaires, et la ville qui veut aussi s'agrandir. Soit construite pour laisser respirer la ville. Oui, ça en fait déjà 3. Ça fait montagne, mer, plat pays. Oui. C'est vrai que dans ce type de typologie. Et l'autre remarque que je voulais faire, c'est que finalement, ce que je trouve d'assez intéressant, c'est que cette mise en miroir des sources
elle apparaît comme indispensable parce que nous qui connaissons plus particulièrement les sources militaires, finalement, ces fonds, le discours semble diamétralement opposé très souvent. Donc ça pourrait être assez intéressant pour réécrire une histoire un peu qui soit pas unilatérale de ces agrandissements ou de ces réformations urbaines, parce que la difficulté aussi, c'est que les archives de Lille, les archives municipales de Lille du 19e siècle ont disparu. Hein. Elles ont brûlé en 1916. Et donc on n'a pratiquement plus rien pour le 19e siècle. Ce qui explique aussi pourquoi on a du mal à avoir des bonnes études sur l'évolution de Lille, parce que c'est quand même au 19e siècle qu'il se passe les choses les plus importantes. Et on n'a plus guère que les délibérations. On a les délibérations du conseil municipal, mais les délibérations, on n'a pas les discussions, donc on ne connaît pas les points de vue différents. Et puis on a donc les projets, la presse qui parle un petit peu, et puis surtout en fait les correspondances du préfet. C'est surtout là-dessus que cette histoire est écrite. Et des travaux d'érudits locaux et de sociétés savantes aussi, qui auraient été faits avant 1916 à partir de documents. Parce que il n'y a pas grand-chose apparemment. Parce que ça, c'est souvent assez utile dans les archives qui ont brûlé de se fonder sur, même si les codes ne sont pas indiqués, se fonder sur les documents. On a des histoires de Lille écrites par des gens, mais souvent ils s'arrêtent à 1789, tu vois, ils ne vont pas beaucoup plus loin. Bon,